Bonjour Alice Diop. Bonjour Gaëlle. Nos chemins se sont croisés autour de la mission Dakar Djibouti. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qui vous intéresse et comment vous avez cherché ou trouvé des choses autour de la mission. Alors, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, ça faisait déjà peut-être plus un an ou 2 ans que je réfléchissais à un film qui serait une adaptation libre de l'Afrique fantôme, le livre de Michel Leiris, qui est une adaptation qui est encore en cours. Et j'ai été extrêmement passionnée et intéressée par la démarche de ce projet de contre-enquête, parce que d'une certaine façon, il formulait ce que j'étais en train, moi, de fabriquer dans mon projet d'adaptation, c'est-à-dire de construire un film qui serait contre l'archive de cette mission que constitue le texte de Michel Leiris, et de tenter d'exhumer en fait les silences, les ombres, les parts manquantes, les choses que Leiris n'a pas vues, n'a pas pu voir ou a omis de dire. Et j'ai l'impression que mon projet d'adaptation, en tout cas, travaille autour de tous ces manques. Et au fond, une partie de ces manques pourrait être élucidée par ce projet de contre-enquête. Et ce qui m'a été d'ailleurs confirmé quand vous m'avez, et d'ailleurs je vous en remercie, donné accès à l'ensemble des matériaux filmés produits par les conservateurs et les chercheurs situés en Afrique. Apparemment, ils ont retracé la mission de Dakar à Djibouti, et chacun a enquêté au fond dans une localité. C'est ça que... Alors en fait, on n'est pas revenu dans les 240 localités enquêtées par la mission, ou 280 localités. On n'avait pas de toute façon les mêmes moyens que la mission Dakar Djibouti. L'idée et le principe étant que les commissaires associés, qui concernent 6 pays sur les 15 traversés par la mission, reviennent dans ces localités où ont été notamment acquis des objets, mais aussi photographiés des personnes, et interrogent et reviennent vers peut-être les descendants des personnes photographiées ou les descendants des chefs de culte, notamment du sanctuaire du Kono, que ce soit à Kémini ou à Diabougou au Mali. D'ailleurs, on peut voir quelques images de ces contre-enquêtes au Mali dont je parle. Vous avez retenu cet extrait, ce qui vous a frappé, marqué dans cet extrait de la contre-enquête à Diabougou en 2023? C'est très très riche pour moi, et c'est très fécond de réfléchir et de construire le film à partir de ces traces-là, parce que c'est aussi une façon de m'affranchir aussi de la production du savoir qui, jusqu'à présent, provenait en fait d'ici, de l'Occident, et notamment de Leiris et de tous les textes qui ont été produits sur la mission. Là, c'est peut-être un premier pas vers une restitution plus matérielle et plus politique. C'est que finalement, cette contre-enquête, c'est aussi une façon de réinterroger la manière dont ces objets ont été pensés, dont ils ont été inventoriés, mais c'est aussi, ça donne accès à la réalité des conditions d'acquisition qui sont assez floues et très parcellaire dans la façon dont Leiris s'en parle, même s'il y a certains faits comme le vol du Kono, où effectivement il nous raconte à quel point en fait c'est littéralement du vol, et en fait c'est ce qui fait de l'Afrique fantôme pour moi une œuvre très importante politiquement, parce que c'est quasiment un procès-verbal dont on peut se servir 80 ans après pour réclamer des objets qui ont été acquis de façon totalement fallacieuse et violente. Mais sur la plupart d'autres objets, en fait, c'est assez flou. Et d'une certaine façon, et même les objets qui ont été achetés, on peut tout à fait aussi se rendre compte dans les contre-enquêtes qu'ils ont été achetés à des prix peut-être 10 fois inférieurs à la valeur réelle. Et des fois, la valeur est totalement inestimable. Et d'une certaine façon,
mener ce travail au bout, pour les conservateurs en Afrique, au Mali, au Bénin, ils pourront peut-être se servir de ce premier travail de contre-enquête pour réclamer ces objets. Et au fond, cette première restitution de papier qui semble si tragique et ironique pourrait finalement donner lieu à une réelle restitution. C'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce qui pourrait être magnifique, et ça pourrait être vraiment presque la finalité. Enfin, en tout cas, pour moi, ce travail de contre-enquête, une des finalités, ce serait celle-ci. En fait, on a eu des situations très différentes d'un pays à l'autre, puisqu'on a fait des contre-enquêtes au Sénégal, où on a vu que certains objets sont toujours en cours d'utilisation, ou sont considérés comme des objets plus communs, d'autres plus précieux. Enfin, au Mali, c'est pareil, on a des situations variées. Au Bénin, au Cameroun, en Éthiopie, à Djibouti, là aussi, on a eu vraiment des situations très nuancées, en fait, selon la typologie d'objets, aussi le récit. Et puis, par exemple, en Éthiopie, pays indépendant, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'au Mali, qui était le Soudan français, et où beaucoup d'objets, plus de la moitié de la collection, en fait, provient du Mali. On a eu des surprises et on a essayé de le faire sur le même rythme que la mission, si j'ose dire, au Bénin. Où, en fait, la mission est restée moins d'un mois à collecter pas loin de 400 objets. Donc est passé parfois en mode express, puisque là, l'extrait qu'on va voir dans un instant a été tourné à Birini. On sait par l'agenda, donc à la date du 5 décembre, qu'ils arrivent le soir. Ils repartent le matin très tôt. Ils arrivent à acquérir à peu près une dizaine d'objets, dont ces fameux jumeaux protecteurs, dont on va voir l'extrait tout de suite. Je peux vous demander si c'est comme ça on garde les objets là ici. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de garder ça depuis les ancêtres. Dans des calebasses comme ça. Non, ça c'est pour tous les jumeaux de la famille, c'est ça? Oui. Tous les jumeaux de la famille. Oui. D'accord. Bon, est-ce que parmi ces jumeaux-là, certains sont encore vivants, mais ils sont tous morts? Ils sont tous morts. Donc, c'est seulement quand le jumeau est mort qu'on fabrique ça. D'accord. Le papa même, c'est les jumeaux. Ah, d'accord. Donc, pour son frère, là, maintenant. Son frère. Il est jumeau. Où est son second? Non, le papa de vieux. Ah, d'accord. C'est les jumeaux, quoi. D'accord. Bon, est-ce qu'il arrive d'amener ça à d'autres endroits pour faire des cérémonies? Mais ça reste toujours dans la maison ici. C'est pour la maison. Mais ça ne sort jamais. Non. Bon, est-ce qu'il arrive, si quelqu'un a besoin, de lui prêter ça? C'est personnel. C'est du personnel. Donc ça ne se donne pas, ça ne se vend pas? Non. En fait, ça ne se prête pas. Non, si vous permettez, c'est fait. Ça porte le nom de la personne qui est décédée, quoi. Donc, chaque objet là porte le nom. Ça a un propriétaire qui est décédé. C'est ça, d'accord. Donc, la dame va passer. Bon, est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que nous, on a une photo de ça. Il a montré ça. Il y en a deux. On en a deux. Est-ce qu'il peut expliquer comment il s'est fait que ça s'est retrouvé en France? Parce que l'objet dont vous voyez la photo là, il a une histoire, ça dit, est-ce qu'il sait comment ça s'est passé? Il est blanc pour le faire ici. Pour amener là-bas. Parce que ça vient de Birini. Parce que c'est à Birini, c'est ici qu'on trouve ça. Demande au papa là, s'il sait. On a compris. Voilà. Il est bien. Ça, la France est bien bas et waba photo quoi. Ya wa bigia, abenye me kwa, ya gatase, bato te bigia. Wo mini ya ba be fo bakada. Mini ya ba hebe fo bakada. Wow. Hai ba ke ba ni. Ya ba kai fo. Foto yiri dare ba. Si salami si ga yira bi. Ya ba de ya. Bato te mo me. Bigia ba e wa. Ba he photo kwa. Awo biro. Be ni ya ba wa be bakada ba photo wo ya. Yira ba yo mo. Ya ba wa be. Ya wa bigia. Ce n'est pas la photo seulement qui est là-bas, l'objet même est là-bas. C'est ça. Comment ça a pu se retrouver là-bas? Même de quoi, il y a la trois
Ah, là, je me ramène, je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas savoir comment ça s'est passé. Oui. Il n'a pas... Mais selon lui, il a pu conserver pour sa famille. Oui. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Et les autres sont venus en France. Il ne sait pas, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas ça. Il n'a pas entendu parler d'histoire dans les années, dans la génération de son père et de son grand-père. Est-ce que dans le livre ici, vous n'avez jamais entendu parler de la disparition? Voilà, que les Blancs étaient arrivés ici, ils ont pris les outils là. Comment ils ont pris ce qu'on les a donnés, ou bien ils ont acheté, ou bien ils ont, je ne sais pas, les moyens de on a pris pour que nous puissions les voir. Ils sont partis, vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous ne l'avez pas. Si son père ne lui avait pas dit ça. Mais, lui, Amazon. Non, Amazon. Ah, non, ça. Quand tu vas, non, vous ne l'avez pas dit. Quand on va donc vous le voulez. Alors, quand on sait qu'on va battre le canet. Kanka. On a dit que dit. Na hewa liza kabisa na masa. Na kilo za din na ndera ngano. Din na nono. Din zi. Que selon l'histoire qu'on les a racontée en son temps, avant que les Blancs arrivent maintenant à s'emparer de ces objets-là, c'est une confiscation par force. Ils ont maintenant abusé de la force sur le noir avant d'avoir ça. Que en son temps, c'était pas le dialogue, mais c'est pas la force. Et comme le blanc a été supérieur au noir en son temps là, donc il a maintenant parvenu maintenant à prendre les objets et rentrer. Il a pris par force. On l'a pas donné, on l'a pas vendu, mais c'est pas la force. Il a parvenu maintenant à prendre ces objets et rentrer en France. Alors pourquoi avez-vous retenu cet extrait aussi? En fait, moi, je tiens quand même à préciser que je n'ai pas abordé la lecture et le visionnage de Serroch en tant que chercheuse. Je l'ai vraiment abordé en tant que cinéaste, et une cinéaste au travail sur un projet précis qui est de tenter d'avoir accès en fait, à une autre histoire que celle de Léris, et de raconter, d'aller effectivement, encore une fois, dans les lignes de faille et de raconter l'histoire telle que lui n'aura pas pu la dire ou n'aurait pas pu tout voir. Et quand je vois ce vieil homme, tout d'un coup, il y a quelque chose de l'incarnation de ce que Léris n'a pas vu, auquel j'ai accès, et à l'infini des questions posées, et à l'infini des choses que me dit cette situation, que Léris résume en 4 lignes dans son texte. C'est-à-dire que lui, il dit, on est passé le matin, on est parti le matin, on a pris 10 objets, et tout d'un coup, cet homme nous raconte, enfin, entend que cet objet n'est plus là, mais est probablement en France, un pays où il n'ira jamais. En fait, cet écart entre les deux, je trouve ça extrêmement violent, extrêmement signifiant. Et c'est pour moi la première correction de l'histoire que d'entendre et d'avoir accès, en fait, à cette histoire racontée par cet homme. C'est au fond une façon de réparer peut-être la brutalité de la façon dont le récit a été confisqué, dont le récit a été produit depuis l'Occident, et particulièrement dans le cas de l'Afrique fantôme, par Michel Léris. Et j'ai accès de façon très sensible à la possibilité d'un contre-récit. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Dans ces archives, dans cette archive particulièrement, comme dans toutes les vidéos de contre-enquête que j'ai pu visionner jusque-là. Oui, parce qu'ici, au Bénin, on a évidemment le point de vue africain, le point de vue de quelqu'un qui a un autre usage, qui est l'usage initial de ces SICA, de ces jumeaux qui vont protéger et dont on garde la mémoire. Dans les années 30, dans l'inventaire, on ne sait pas. On a une vision superficielle, on sait qu'il s'agit de jumeaux, que ça protège, mais on n'en sait pas davantage. On n'a aucune idée aussi des processus de conservation, parce que, mine de rien, ce qu'on voit aussi dans l'extrait, c'est qu'on s'est préservé, conservé. C'est dans une calebasse, en fait, au moment où les jumeaux Sika sont arrivés, nous ont été présentés à Birni. Le vieux monsieur a demandé à son petit-fils d'aller le chercher dans une pièce précise, c'était enveloppé dans des pagnes. Donc, vraiment, il y a une logique de conservation qui est très forte et qui est largement ignorée aussi quand on parle d'objets africains. Voilà, donc là, en fait, on voit bien sur place qu'on s'est conservé, que ça traverse les générations.
ce sont des objets qui appartenaient à son père, et on comprend mieux l'usage et puis le fait que ce sont des objets personnels, transmis de génération en génération. C'est pas du tout des objets dont on se sépare. Et moi, plus que les usages, c'est presque la brutalité, en fait, du rapport à l'autre que cette scène, au fond, démontre. Moi, c'est pas tellement, j'avoue que c'est pas tellement la question des usages, la question des modes de conservation qui m'intéressait, mais en fait, c'est la prise de conscience de la brutalité des modes d'acquisition. C'est-à-dire de rapter comme ça des objets qui n'auraient jamais dû finir là, probablement. Enfin, au Bénin, il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, cet objet-là, c'est impossible qu'il ait été donné parce qu'on peut pas se séparer de quelque chose sur lequel repose toute la liturgie, en fait. Et ça, on le sait quand on lit l'Afrique fantôme, mais on le sait un peu en creux. C'est-à-dire qu'on l'imagine, on le suppose. Mais là, c'est clairement dit, c'est clairement énoncé, et je trouve que politiquement, c'est important que ce soit dit de façon si claire et de façon si incarnée. Il y a autre chose. Alors là, on va peut-être passer à un extrait qui concerne le Madine, réalisé par Daouda Keïta et Salia Malé avec un opérateur qui s'appelle Souleymane Malé, où là, en fait, ce qui nous a interpellés, on a eu la même situation au Bénin, dans la ville de Savé, c'est la mémoire de l'objet qui a été acquis dans les années 30, autour d'un masque. Alors en fait, la scène de départ dans les années 30, enfin en 31 en l'occurrence, c'est la mission qui arrive à Kita le 13 juillet, le lendemain, fête nationale. Et en contexte colonial, en fait, le 11 novembre comme le 14 juillet étaient des fêtes où la population était amenée à être présente, très présente. Et en particulier pour le 14 juillet, on sollicitait, et ça on l'observe au Cameroun, enfin dans les différents pays où il y a des masques, on demande aux personnes de sortir des masques pour les festivités du 14 juillet. Donc ils arrivent le 14 juillet à Kita, ils voient cette sortie de masques. Évidemment, dans les jours qui suivent, ils vont chercher à acquérir les masques qu'ils ont vus pendant cette manifestation. Donc ça va durer quelques jours et ils vont en rapporter 4 avec les instruments de musique associés. Et Daouda Keïta s'est rendu dans 2 communes alentours de Kita et il a trouvé à Fédébougou et à Dambana. Et donc là, je crois que en fait, l'extrait qu'on va voir se situe à Fédébougou avec des masques qui sont les répliques des masques qui ont été acquis dans les années 30. Là encore, dans cet extrait, en fait, j'étais pas du tout consciente de tout le contexte de cette archive, enfin de cette contre-enquête quand je l'ai choisie, mais elle m'est apparue comme une image anti-folklorique et comme une image justement qui venait interroger chez moi la façon dont on a produit du récit, et même un récit anthropologique dans ces endroits-là, en ayant souvent un regard très surplombant, et en fait on est imbibé par cette manière de regarder ces pays, ces gens, ces lieux. Et là, en fait, je vois bien que c'est pas du tout des professionnels, c'est pas des gens qui ont l'habitude de faire du cinéma anthropologique. Et c'est presque la réparation d'un certain nombre de films, d'un certain nombre d'archives, même des films très bien, des films qui, moi, m'ont construit en tant que... parce que j'ai fait des études d'anthropologie, et même en tant que cinéaste qui est venu au cinéma par l'anthropologie. Là, en fait, il y a quelque chose de tellement situé. En fait, on sent que ce rituel-là est pris dans une espèce de quotidienneté. Et il n'y a rien de folklorique, il n'y a rien de surplombant. Et c'est quelque chose que ne peut faire que des gens qui vivent là, en fait, qui vivent à l'intérieur et qui ont l'usage de ce rituel-là. Et pas qui le regardent comme ça... et pas qu'il le regarde de l'extérieur. Et c'est ce que j'ai trouvé particulièrement touchant
dans l'essentiel des contre-archives, qui n'ont pas une valeur cinématographique intrinsèque, mais qui ont la précieuse valeur à mes yeux d'être une réparation d'un regard qui jusqu'à présent était produit par les autres. Et ça, j'ai trouvé ça très beau au Sénégal. J'étais déjà très émue de voir les lieux, en fait, des lieux que je connais si bien, parce que maintenant j'ai une connaissance assez précise du livre, de voir les endroits, de voir les gens, de voir les héritiers de ces gens, et de voir ce qui intéressait aussi les contre-enquêteurs, de la liberté que vous leur avez laissée à choisir et les objets sur lesquels ils avaient envie d'enquêter et les thèmes des contre-enquêtes. Ça, j'ai trouvé ça assez beau, et pour moi, c'est la réparation de tout le regard que l'Héris et les autres pouvaient poser sur ces lieux et sur ces gens. Vous avez parlé de contre-archives à la place de contre-enquête, et c'est peut-être un lapsus, mais je le trouve vraiment intéressant. Et est-ce que ces contre-enquêtes filmées constitueraient-elles une archive orale, d'ailleurs, pour le coup, à votre sens? Ouais, c'est marrant. Oui, effectivement, c'est un lapsus heureux, et je dirais un lapsus politique, tant... En fait, la question d'écrire contre l'archive, ou contre la façon dont l'archive a été fabriquée, contre la façon dont l'archive a été produite jusque-là, j'ai l'impression que c'est le projet essentiel de ce désir de contre-enquête. Et moi, je me suis appuyée sur ça pour prolonger, en fait, mon propre geste de cinéaste, qui va être aussi une forme de contre-archive, parce que je vais réinventer des archives qui n'ont pas été filmées par la fiction. Je vais donner une existence, une incarnation, une humanité, un visage à des gens qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas filmés, qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas entendus dans leur profondeur, dans leur intimité, dans leur sensibilité, Mahuish, Bakan, etc. Donc effectivement, pour moi, c'est un moment historique et politique très, très, très intéressant de révolutionner, de corriger la façon dont on a pu produire du récit, aussi bien en anthropologie, en ethnologie, que dans le cinéma, que dans la littérature. Et je trouve que voilà, c'est une démarche très convergente, que ce projet de contre-enquête, en tout cas la façon dont il a rencontré mon désir de cinéaste, a été très fécond, encore une fois. Donc je vous remercie vraiment de m'avoir associée. Merci à vous.